Hey, salut petit loup, comment allez-vous? Moi ça va très bien, comme d'habitude. Bienvenue aujourd'hui dans cette émission de l'Homme Radio spéciale Expat. Aujourd'hui nous accueillons donc Alexandre Granja. Bonjour, comment ça va? Donc comme vous pouvez le reconnaître à son accent québécois, il vient de Shanghai. Donc tu vas nous parler de ça en détail, on a plein de questions à te poser. Et vous aussi si vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Donc je vais présenter l'équipe d'abord, Paul-Henri Voisin. Bonsoir. Vous avez pu le remarquer hier à la receveur et talent sous Exceptionnel. l'allure de Sarkozy, Stéphane Bern ou encore Julien Lepers. Cet homme est génial. Ensuite nous avons un mec un peu moins génial, mais tout aussi bien, Rémi. Merci beaucoup. Voilà, c'était Rémi. Voilà. Ensuite nous avons Marty. Bonjour. Et enfin l'animateur vedette, comme vous le savez, Mathieu. Donc Mathieu. on va passer directement aux questions, je pense. Bref. Vas-y, On va Allons-y. directement passer aux questions après ces bruits suspects. Donc premièrement je vais te demander si Shanghai était ton premier vœu. Et ensuite comment tu t'es organisé pour partir, pour le logement, Alors, etc. pour commencer, Paul-Henri, arrête de me faire du pied en dessous de la table, s'il te plaît, on va commencer bien. Et donc ouais, Shanghai c'était mon premier vœu tout au début. Enfin, je voulais vraiment partir en Asie. Enfin, je voulais vraiment m'orienter d'une manière, d'un côté professionnel, en fait. Enfin, l'Asie m'intéresse beaucoup. Plus tard, je voudrais me spécialiser en achat supply chain et justement, je pense que l'Asie est c'est une très bonne zone justement si on veut travailler dans ce secteur. Et ouais, d'une autre part aussi, pour la culture, bon, je suis d'origine cambodgienne, un peu chinoise aussi. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup justement de vouloir découvrir cette destination. Et ouais, d'en savoir plus et voilà, m'éclater là-bas. Ok, donc t'avais l'air content d'y aller. Pas clair, c'était vraiment le cas. Enfin, j'ai vraiment pas regretté mon choix. Au début, c'est vrai que c'était assez dur, comme tout expat, je pense. La première semaine, on a du mal, la famille nous manque et tout. Je me rappelle que ma famille j'ai eu la chance d'avoir ma famille avec moi la première semaine, qui m'accompagnait pour m'aider à bien m'intégrer là-bas, pour les premiers jours. Et après, donc, ils sont partis. Et ça, c'est vrai que ça commençait vraiment à être dur les premiers mois, les premiers jours, de s'adapter vraiment à cette nouvelle vie, parce qu'on est quand même largué au milieu de nulle part, à des milliers de kilomètres de chez soi, sans vraiment backup. Et au final, on s'y fait quand même relativement vite. Au bout d'un mois, même pas, j'étais vraiment intégré d'une certaine manière. J'ai déjà mes habitudes et franchement, c'était l'éclate totale. Et j'ai pas regretté. Ouais, mais faut rappeler que déjà t'as un physique très intégré, si tu vois, dans le sens où t'es typé Effectivement. Shintok, donc à partir de ce moment-là, moi je suis intégré au bout de 2 semaines, c'est normal, les gens te remarquent pas, tu vois. Ne me vois pas de quoi tu parles. Et non, c'est vrai. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que, comme tu peux le souligner, effectivement, beaucoup de Français vont voir mon côté asiatique au premier abord, ce qui est pas faux. Autant là-bas, au final, je passe vraiment pour un expat. Ils voient pas du tout ce côté chinois. Sauf une fois où ça m'est arrivé en entrant en boîte, quand même, que j'ai eu juste eu le malheur en fait de dire ni hao, donc bonjour. Pour ceux qui savent pas, bref, à l'entrée de la boîte, et ça suffit pour qu'ils aient un doute sur ma nationalité et commencer à me parler en chinois et même en anglais pour savoir d'où je venais. Et j'ai quand même réussi à gueuler en bon français, et ça suffit pour qu'ils me prennent vraiment pour un français et qu'ils soient sûrs d'eux, quoi. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue-là, de voir que chez eux c'est vraiment l'inverse de la vision qu'on a en France. Ils sont quand même bizarres les leaders là-bas. C'est une manière de faire. C'était une disons- boîte tenue par la triade quoi. Plus ou moins. Non, mais on déconne, mais c'est vrai que ce genre de choses sont quand même assez présentes, je pense, mais sans qu'on le voit vraiment directement, à mon avis. Mais
comme un peu partout, je pense, dans ce genre de pays au final. Je veux dire, on sait bien qu'en Allemagne, les boîtes de Kiel, c'est la mafia russe. Hein. Bon, voilà, ça, Oups. comme partout. Oups. J'aurais pas dû le dire. Tu vas pas rentrer chez toi après l'émission, je pense. C'est ça. Rémi, on t'appelle apparemment. Ah, on dirait la voix d'Anastasia d'ailleurs. Anastasia, Le petit c'est- Rémi est attendu à la sortie de l'EM. Oh, pas Vladimir. Rémi. Rémi. Enfin, bon, Voilà. bref. Donc, on va passer, donc je pense, comment tu t'es organisé pour y aller? Donc, que ce soit au niveau du logement, au niveau du billet d'avion, etc. Alors, pour m'organiser pour aller là-bas, bah déjà en fait, on a la chance en fait à Shanghai d'avoir une grande communauté d'expats français. Donc, pour rappeler quand même historiquement, Shanghai c'est une ancienne colonie française. Au final, quand même, voilà. Donc il y a beaucoup d'expats français qui sont beaucoup, enfin pour une majorité pour le business, mais il y a aussi pas mal d'étudiants au final. Donc sur ce groupe-là, il y a un groupe Facebook justement dédié pour les demandes, et, enfin, les questions qu'on peut avoir quand on est expat. Et du coup on regarde ce groupe, on a vraiment de tout, on se renseigne assez facilement, et même sur Internet il y a des blogs des anciens expats de l'EM ou même d'autres parts qui sont partis, donc on a accès à beaucoup de conseils assez facilement au final. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de ce point-là. Pour ma part, tout comme les deux filles qui sont toujours avec moi, donc Ludivine et Camille, d'ailleurs, bisous les filles si vous nous écoutez. Donc j'ai passé 6 mois, mes 6 premiers mois sur le campus, donc dans une chambre de 20 mètres carrés dans le dortoir international, qui n'était pas rénové d'ailleurs. Donc le confort était assez spartiate, donc comme j'ai dit 20 mètres carrés à partager avec un étudiant étranger, dans des conditions qui sont quand même confortables mais qui restent assez spartiates au final. Je me rappelle que l'isolation n'était pas forcément super, donc bon, au niveau du bruit ou même du froid, Comme ici, je un peu comme ici au final, enfin bon, vous entendez pas, mais nous on entend les bruits à côté. Bref. Et donc ouais, voilà, j'ai fait ces 6 premiers mois là-bas dans cette chambre et tout, ça s'est bien passé quand même, même si, enfin, c'était pas très confortable, mais bon, c'est fait assez vite au final. Et pour ma part, donc je suis parti après, enfin j'habite actuellement dans une coloc de 200 mètres carrés, autant dire les choses du coup, voilà. J'ai réussi à trouver un grand appartement pour pas trop cher encore, c'est à peu près les mêmes prix je pense qu'à Strasbourg. Donc j'ai 200 mètres carrés avec, on est 4 personnes, pour à peu près 400 euros. Donc je pense que ça doit coller à peu près au prix, je sais pas. Non. C'est moins cher. C'est encore moins cher. D'accord. Ouais. Bon. Bref, mais il y a moyen de trouver vraiment des colocs intéressants pour pas trop cher encore, en centre de Shanghai. Donc voilà, là j'ai vraiment une grande chambre et tout pour moi, et c'est vraiment on va dire le grand luxe quoi. Toi, t'es vraiment au centre de Ouais, Shanghai. au centre de Shanghai. Donc je me réveille le matin, j'ai une vue sur Shanghai, sur la pollution, sur les Chinois, tout. C'est la même chose, du coup. Ça donne vachement Exactement. envie, tiens. Ouais, mais c'est vrai que le matin quand on se lève, bon, on resterait bien dans notre lit. Et du coup, l'école de Shanghai est au centre-ville aussi ou tu dois prendre Alors, le métro? Shanghai University à 3. Oui, excusez-moi pour l'accent volant. C'est l'accent, Pardon, je l'ai pas l'accent vu. chinois-anglais. 6 mots là-bas, j'ai pas. Shanghai University, comme des Marty. À 3 campus en fait. Donc il y en a un qui est dans le nord de Shanghai, un peu excentré, donc malheureusement c'est le nôtre. Donc on est à 30 minutes en métro du centre-ville, et donc bon, c'est pas très pratique quand on veut sortir le soir. Enfin, faut prendre le métro forcément, mais derrière pour rentrer, les transports en commun finissent assez tôt au final, vers 11h du soir. Donc bon, après on est obligé de prendre le taxi, mais ça encore ça va, c'est pas trop cher. Bref, donc ce fameux campus c'est assez excentré, mais c'est l'un des plus grands en fait sur les 3. Donc il y a beaucoup de terrains de sport, des grands bâtiments aussi pour les cours, même pour les conférences, ainsi de suite, et même les dortoirs sont quand même assez grands. Donc voilà, je crois que c'est un des plus anciens campus sur les 3, il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est ça. Après, les 2 autres sont plus en centre-ville, ce qui est plus pratique en fait pour sortir ou même pour aller faire son shopping ou n'importe. J'ai pas eu encore vraiment l'occasion d'aller les visiter, mais il me semble qu'ils sont plus confortables que celui sur lequel l'EM se trouve. Car oui, effectivement, il y a aussi d'autres expats qui partent en même temps que nous, qui viennent d'autres écoles, donc notamment Schema, mais je crois qu'eux ont carrément leur propre campus autre part. Il y a aussi des gens de Cage, de l'ES Rennes et ainsi de suite. Sauf que malheureusement, ils sont sur des campus différents, donc on n'a pas tellement l'occasion de les rencontrer, sauf bien évidemment en boîte où tous les expats se rencontrent. Donc voilà.
Donc, tu disais, il y a beaucoup d'expatriés, etc. Mais tu parles quand même que anglais, Alors oui, chinois. bien évidemment, là-bas, donc oui, mieux vaut prévenir. Pas beaucoup de Chinois parlent anglais. Ça a beau être une destination internationale. Enfin, Shanghai est une ville très de l'Ouest, comme on dit, au final. Même si c'est pas très français, mais bon, bref. Il y a pas grand monde vraiment qui parle anglais, hormis dans les coins vraiment internationaux, un peu hype. Dans les coins aussi touristiques, enfin l'aéroport ou même les grandes boutiques internationales. Au final, c'est vrai que c'est très compliqué, enfin très compliqué. C'est pas facile de s'en sortir quand on parle pas vraiment chinois. J'avais reçu pas mal de questions par rapport à ça, en fait, venant de première année, notamment, qui sont intéressés pour Shanghai. Et c'est vrai que l'aspect que les gens ne voient pas, c'est cette barrière de la langue quand même. Malgré le fait que l'EM ait retiré cette barrière de la langue, ce prérequis du chinois pour partir en Chine, je trouve que c'est assez dangereux au final parce que pas mal de choses se font en chinois. Enfin, juste commander ses plats à la cantine, ça se fait en chinois. Acheter ses billets de train pour partir autre part, ça se fait en chinois. Certains trucs administratifs se font en chinois, même si on a une représentante internationale qui va parler anglais. Mais beaucoup de choses se font quand même en chinois dans la vie de tous les jours, et ça, c'est important d'avoir un minimum de base. Je ne dis pas de parler courant, etc. C'était pas mon cas, c'était pas le cas des deux filles qui étaient avec moi. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit plus dans la vie de tous les jours, et enfin, ça vous servira forcément. Les deux filles qui sont toujours avec moi, au début de l'année, je voyais qu'elles avaient quand même un peu de mal, l'air de rien, même si elles avaient 3 chinois à l'EM. Même avec ça, c'est vrai que c'était un peu dur de se débrouiller, quoi. Mais elles avaient quand même quelques notions, et ça suffisait à peu près pour se débrouiller. Et au pire, enfin, on a toujours un bon copain qui parle chinois. C'est cliché, mais ça arrive au final. Et après, on s'y fait très vite, parce qu'il y a quand même des cours de chinois qui sont dispensés là-bas. Donc on apprend très vite les bases, et assez facilement. C'est justement ce que je voulais te demander, parce que j'ai vu quasiment dans toutes les écoles qui se passent en Asie, il y a au moins 2 cours de langue, etc. Ouais. Et de culture obligatoire. Est-ce que justement ça aide à vraiment progresser de dingue? Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que j'avais déjà fait 3 années de chinois en fait avant de partir en Chine. Et j'avais oublié mes bases parce que j'ai arrêté pendant un an et après j'ai repris l'année où j'étais à l'EM. Et c'est vrai que en prenant les cours à l'EM, j'avais pas réussi à réavoir ce niveau que j'avais avant, donc c'est-à-dire au moins tenir une conversation à peu près potable avec un chinois. Et là, en partant en Chine, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réussi à retrouver vraiment le niveau que j'avais avant. Donc là, maintenant, je suis vraiment capable de reprendre une discussion avec quelqu'un. euh, je le fais assez facilement, quoi, comme avant. Et au final, je pense qu'on progresse plus sur place en étant sur le terrain et en voulant vraiment pratiquer au quotidien. Mais dans ce cas, il faut vraiment aussi avoir cette volonté de vouloir apprendre. Et c'est aussi ça, cet aspect qui est important quand on expat, je pense, de s'intéresser à cette culture et même à cette langue étrangère. Et voilà, vouloir vraiment pratiquer à fond et profiter de cette expérience parce que c'est quand même une chance qu'on a d'être expat, que ce soit à Shanghai ou même autre part dans le monde, de pouvoir partir, voyager et découvrir une culture qui est complètement différente de la nôtre, quoi, de A à Z. Et ça, voilà, faut vraiment se donner à fond lorsqu'on part, je pense, en expat et découvrir et oui, vraiment pratiquer la langue du pays. Et c'est vraiment ça qui fera la différence aussi, je pense, sur un CV. Voilà. Et c'est important, je pense. Très bien. Tu parlais d'une culture différente, ça on sait tous à peu près que l'Asie n'est pas comme la France, mais du coup c'est quoi qui t'a choqué vraiment, enfin pas choqué, mais qu'est-ce qui t'a vraiment... C'est une question très intéressante. Enfin, pour moi, c'est vrai que c'était une découverte, oui et non, du fait que, comme l'a précisé Paul-Henri tout à l'heure, je suis en partie chinois. Et c'est vrai que pour moi, la culture chinoise, je la connais en partie, effectivement. Donc, j'ai pas découvert grand-chose quand même, mais c'est vrai que on n'a jamais fini d'apprendre et de découvrir des choses sur les cultures. Et la première chose qui m'a assez choqué, on va dire, ou marqué, c'est la mentalité, je pense, chinoise qui est assez individualiste, on va dire. Et ça m'a marqué, pas que moi, justement. Et les Chinois sont individualistes dans le sens où, je prends un exemple tout bête, par exemple, dans le métro. Vous n'êtes pas sans savoir que Shanghai, c'est peut-être 2 millions d'habitants juste dans une ville, à peu près, il me semble, si je me trompe pas. Et donc dans le métro, les métros sont assez bondés. Il faut s'imaginer un métro parisien, rien que ça, 2 fois plus bondé. Donc les gens sont en retard au boulot et ça, être en retard, en général, c'est mal vu. Donc ils sont vraiment prêts à tout pour réussir à leur fin. Donc c'est-à-dire que dans le métro, par exemple,
on va vous pousser, mais vraiment, sans arrière-pensée, on va vraiment vous pousser pour rentrer. C'est-à-dire qu'il y a même carrément des gens qui sont payés pour faire la régulation du métro. Comme à Paris, par exemple, à Paris, c'est pour dire, voilà, arrêtez-vous, prenez le métro suivant. À Shanghai, non, c'est pas ça. Ils vont vraiment optimiser la place, voilà, tasser au maximum pour que tout le monde rentre dedans. Et même les gens vont faire ça automatiquement en poussant, mais enfin, en s'en foutant, quoi, c'est pareil. Dans les escaliers, c'est la même chose, et c'est vraiment impressionnant de voir ça la première fois. Et même dans les avions, enfin la dernière fois je prenais l'avion justement pour venir ici et un avion rempli. Alors non, pas tous entassés dans l'avion quand même. C'est vrai que. Allez, on va y arriver, allez. Et tous dans la soute et tout. Les Chinois c'est assez petit en plus, ça devrait passer. Non, mais c'est vrai que en prenant l'avion avait à peine le temps d'atterrir qu'il y avait au moins 3-4 Chinois qui étaient en train de sortir leur portable et passer des coups de fil. J'étais assez impressionné. Et juste l'avion atterrissait. En fin de piste, les Chinois se levaient, enlevaient leur ceinture, prenaient leur bagage carrément. Les Chinois, ils étaient déjà en train de Et sauter. limite, c'est limite. C'était dur au boulot. Et combien de Et pieds je pense notamment aux pauvres hôtesses de l'air qui sont obligées à chaque fois de leur courir après, et de leur voler derrière. demander. Non mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça quand même au final. Enfin on dirait la comparaison, je pense que ce sera choquant, mais pour moi c'est comme si que j'avais affaire à des gamins de 5 ans parfois. Et au final, enfin c'est impressionnant vraiment de voir ça quand on n'est pas habitué. Au final on s'habitue quand même assez vite. Enfin, c'est une autre manière de faire. Je suis le premier à éviter de critiquer ce genre de manière de faire parce que c'est vraiment un autre point de vue d'une autre, je pense, et c'est quelque chose quand même à respecter. Mais c'est vrai qu'en tant qu'Européen, on est assez vite choqué par ce genre de choses. Et bon, même si parfois ça leur arrive de faire des efforts, je fais dans la caricature quand même au final, je pense. Mais enfin, je généralise d'une certaine manière, mais je pense que voilà, faut aller au-delà de ça et ça reste une autre culture différente. Après, de toute façon, ils sont énormes, enfin, ils sont vraiment nombreux. Et pour te reprendre, donc t'avais parlé de 2 millions d'habitants, c'est 16 millions. Ah ouais, Donc, je suis un peu à côté du truc, c'est effectivement. à autant quelques pour moi. millions près. Bon, Non, quelques 2 millions, millions, c'est c'est pas grave. Dans le quartier dans lequel tu vis, ils sont 2 millions. Ça doit être Dans ça. ta chambre, ils sont 2 millions. Ah, c'était ça, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Avec 20 mètres carrés, D'accord. j'avoue que. Et du coup, cet individualisme-là, tu le retrouves aussi quand tu travailles en groupe. Enfin, je sais pas si t'as des travaux en groupe à faire. Alors, ou- malheureusement, je Non. pourrais pas dire parce que. Tu travailles pas. Exactement, déjà d'une, je ne travaille pas. Non, on va pas dire ça, ça va motiver justement les gens à aller à Shanghai. Donc, non, on n'est pas vraiment mixé au final avec les Chinois en classe. Et même dans notre vie de tous les jours, c'est assez difficile de se mixer avec les Chinois. En fait qu'ils restent assez souvent entre eux en fait, en tant que communauté, et pas tous, comme je disais, pas tous ne parlent anglais. Même au niveau des étudiants, c'est assez impressionnant. Et ils vont avoir, enfin, un Chinois n'ira jamais vers un expatrié, sauf cas exceptionnel d'une personne vraiment ouverte, intéressée, qui voudra elle-même partir plus tard dans un pays étranger. Mais sinon, il faut vraiment le vouloir pour aller discuter et voir un Chinois. Même dans le cadre des soirées, ça se fait pas. Alors, dans le cadre des soirées, ça se fait quand même. C'est pas très commun, mais il faut vraiment avoir les contacts, enfin, d'avoir des amis qui sont amis eux-mêmes avec des Chinois pour en rencontrer en soirée et discuter avec eux. L'échange est quand même possible. Il y a effectivement des associations étudiantes sur le campus pour les internationaux, donc justement qui permettent de faire pratiquer la langue chinoise avec des Chinois. Et même les Chinois pour eux, pratiquer l'anglais ou même le français. Donc tout est possible au final. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez difficile au début de voir ça. Et pour rebondir sur les cours, du coup, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants? Est-ce que t'en as beaucoup, etc. Alors il y a toutes sortes de cours possibles. Donc on a une liste de cours par trimestre en fait. Donc en fonction de ça, l'EM veut qu'on ait choisi au moins minimum 9 cours ou 10 cours je crois sur l'année. Et donc en fonction de ça, en fonction des prérequis de l'EM, on va choisir certains cours et on va se construire en fait notre propre agenda au final. Donc on va avoir des cours de RH, de finance, un peu de tout. Et je pense que les cours sont assez intéressants quand même. Des cours de RH, d'entrepreneuriat, etc. Et non, c'est vraiment des cours, je pense, intéressants en anglais, assez facile à suivre. Et c'est suivi par, enfin, fait par des profs quand même qui sont en doctorat, qui parlent très bien en anglais. Enfin, la plupart sont des Chinois en plus. Enfin, voilà. Et certains cours sont vraiment vivants et c'est vraiment agréable, je pense. Bon, après, bon, je vais pas vous cacher effectivement qu'il y en a certains qui sont barbants, on s'endort, etc. C'est vrai, comme tout. Mais je pense que c'est comme
le dire, c'est comme ici, quoi. Comme partout, au final. On m'appelle. Comme à l'ESCRN, comme à l'ESCRN. Comme à l'ESCRN, voilà. Je vais préciser. Non, mais enfin, comme partout, je Ouais, pense que... je pense que dans toutes les écoles, Comme toutes les écoles, comme partout, qu'on soit n'importe quelles études, il y a forcément un cours qu'on va pas forcément aimer parce que, voilà, on ne fait pas pédagogue. Mais il y en a quand même qui sortent du lot, et c'est un enseignement qui reste de qualité. Big up à Brigitte et Monique. Exactement. Bonjour Brigitte et Monique aussi. Vous Donc, m'avez comment elle manqué. s'appelle là-bas en Chine Brigitte et Monique. T'as des steaks. Du coup, on va laisser les cours, donc le côté un peu barbant. Là-bas, la vie de tous les jours, donc je parle soirée, bouffe, etc. Est-ce que c'est vraiment du top? Alors, on va commencer par la bouffe, je pense. C'est un point qui va intéresser pas mal des auditeurs, à mon avis. On mange du chien, oui. Oui, on mange du chien. Non, Radio ça- Concile, bonjour. Et le chien est pas si mauvais. Non, je déconne. Bref, sérieusement, depuis que je suis là-bas, j'ai jamais touché un seul chien d'une part. J'ai surtout jamais eu la possibilité d'en manger, sauf peut-être éventuellement une fois à Pékin. Mais là, c'était vraiment spécifique à Pékin. Enfin, Pékin, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont un marché aux insectes, vraiment. Enfin, ils proposent, c'est cliché, mais c'est vraiment là-bas. Vraiment, à Shanghai, il y a vraiment pas ça, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et donc, bref, à Pékin, ils ont des insectes, donc criquets, tout, des vers aussi frits. Alors, j'ai goûté. C'est pas dégueu. C'est juste Des croustillant. C'est pas Oui, c'est un goût de chips quand même. J'avoue que. Et après, ce qui paraît, c'est quand même bon pour la santé. Ce qui est juste intéressant à voir, c'est que les Chinois sont impressionnés que ce soit les Européens qui viennent manger les insectes, alors que, enfin, on a l'impression qu'au final, c'est même pas eux qui les mangent. Alors, comme si on nous avait un peu menti sur ouais, manger des criquets et tout, c'est bon pour la santé, au final, non, c'est juste pour se foutre de nos gueules. C'est leur première Mais attraction. ouais, je pense que c'est l'attraction, c'est voir les Européens manger. Ils sont là derrière. Non, mais c'est vraiment Ils ça. pensent vraiment qu'on les bien. Exactement. Je pense qu'il y a moyen que ce C'est soit une ça. gigantesque caméra cachée. Exactement. Et non, il y a aussi possibilité de manger des tarentules aussi, mais moi j'ai pas goûté, j'ai un ami qui l'a fait et apparemment c'était pas mauvais. Il est mort. Il y a vraiment de tout. Alors cet ami est mort, c'est vrai que ça fait 3 mois que je l'ai pas vu et je commence à avoir des doutes. Mais Il est tout sec dans son lit, bouche bée. malheureusement, ouais, je crois que Il s'était régalé de 3 tarentules avant. c'est Tarentule assez grillée. impressionnant. Et non, du chien, non, j'ai jamais vraiment, enfin j'ai jamais vu Tu penses? de... Non, je sais pas, Tu même pas l'as je pense, vu, je mais l'ai tu jamais préfères vu. oublier. Par contre, le J'ai chat, jamais qu'est-ce que vu. j'en ai bouffé. Et du coup, hors chien, enfin, c'est quoi la nourriture quotidienne là-bas? Pour un espace. Non, même pas, du riz. Au final. Non, pour faire dans le cliché, effectivement, on mange vraiment beaucoup de riz. Ça, c'est assez, comment dire, bourratif au bout d'un moment. C'est vrai que j'en ai eu ma claque assez rapidement de manger du riz matin, midi, soir. Mais on a toujours la possibilité de manger de la nourriture européenne quand même. C'est vrai qu'au bout d'un mois, j'ai commencé assez vite à saturer la nourriture chinoise. Et je rêvais juste d'un simple plat de pâtes bolognaise, juste ça. Enfin, ça suffisait à me rendre heureux, quoi. Et donc du coup, là maintenant que j'ai emménagé en coloc, j'ai la possibilité vraiment de me faire à manger. Mais la dernière fois, j'ai fait quoi? Une ratatouille par exemple. Donc il y a vraiment moyen quand même de se faire à manger d'une manière européenne et même française. D'autant plus que là-bas, il y a des grandes chaînes de supermarchés, donc à savoir Walmart, mais encore Carrefour. Oui, Carrefour. Qui vend des produits français en plus, du camembert aussi, Du pain. ce qui est assez cher. Bon, à part. Alors, Valentin, je vois tes gros yeux, par contre, faut pas rêver, le camembert est à 10 euros. Contre 2 euros, j'ai vérifié tout à l'heure en faisant mes courses, 2 euros le camembert ici, contre 10 euros quand même à Shanghai, ça fait assez mal. Suffisant, c'est suffisant. Mais c'est vrai que ça reste un petit luxe quand T'as du même. claco, c'est du claco. Et je pense que en tant qu'expat, et je pense que j'ai pas été le seul comme ça. À mon avis, je pense que Paul Lemarié aussi, ça a dû être le cas quand il est rentré, enfin s'il est rentré en France du moins. La première chose à faire quand je suis rentré chez moi, ça a été manger du fromage, littéralement. Manger du fromage. C'est un plaisir, avec Et un une vin, baguette de avec du vin et d'une baguette de pain. C'est vrai que c'est Et le un genre de béret sur choses, la tête. c'est Et cliché, une mais marionnette. au final, c'est le genre de Pourtant, j'aurais petit rien. plaisir que quand on est amateur de nourriture française, c'est le genre de plaisir qui nous manque assez rapidement. Et là-bas, quand on voit les prix de ce genre de choses, c'est impressionnant. Même rien que le saucisson sec est interdit là-bas pour des raisons sanitaires assez strictes. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé d'en ramener d'ailleurs et qui sont toujours fait choper. Et Ils sont en prison. non, je les ai jamais revus depuis. Ils sont claqués en prison. Et donc, du coup, voilà. Parce qu'ils ont celui avec celui qui a bouffé une tarentule. là. En vrai, je pense au final, ils ont dû finir au même endroit. Les gens disparaissent en fonction de ce qu'ils mangent, effectivement.
Hormis les produits français donc qui sont surtaxés, ça on peut comprendre, et la vie. La c'est vie cher est ou beaucoup pas, moins chère, non, beaucoup effectivement. moins cher. En tout cas, important Donc, à quand tu fais un préciser, tas de ouais. courses. Ouais, donc de manière générale, je pense que la vie est 3 fois moins chère. Enfin, ouais. La vie est 3 fois moins chère à Shanghai qu'en France en général. Pour faire ses courses, bon, Carrefour, je pense, se situe est quand même plus cher que Walmart au final. Mais ça reste quand même du moins cher que si on faisait ses courses en France. Bon, après, ça dépend de ce qu'on achète. C'est sûr que si on achète que du camembert, voilà, là, c'est pas 3 fois Ouais, moins style cher. la viande. Alors la viande par contre en revanche, il y a toujours moyen de manger toutes sortes de viandes comme vous voudrez. Le problème c'est la qualité peut-être de la viande rouge je pense. Ils ont pas tellement l'habitude d'en manger là-bas je pense. Il y a quand même du bœuf dans certains plats sautés effectivement. Mais c'est vrai que étant amateur de viande rouge, j'ai fait une croix dessus assez rapidement pour sa qualité déjà. Et en Asie, ils mangent beaucoup de viande de poulet et de porc. Surtout en Chine, la viande de porc, c'est la première viande qui est importée d'ailleurs euh, en Chine. Et oui, ils sont assez consommateurs de ça. Pour le reste des plats qu'on mange au quotidien, donc ça va être vraiment oui, des nouilles, des soupes, du riz, des plats sautés aussi. La nourriture aussi coréenne, du barbecue japonais, enfin il y a tout. Vraiment tout possible. Et la Et des richesse sushis japonaise. aussi d'ailleurs. Des sushis. C'est vrai que je précise pour ceux qui me connaissent que ça fait 8 mois que je n'ai pas fait un seul sushi et que bah, c'est juste en rentrant en France que j'ai commencé à en refaire. C'est assez impressionnant. Mais oui, la vie est vraiment moins chère là-bas. Du coup, juste pour revenir sur le riz matin, midi et soir, t'as rencontré des problèmes intestinaux ou... Ah non du tout, non justement. Bah, en fait, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que la nourriture chinoise de manière générale est assez épicée. Donc les expats apportez des médicaments avec vous, je pense que ça vous sauvera la vie plus d'une fois. Voilà, comme ça c'est dit. Mais au final, le riz aide à compenser assez ce changement. Ces changements. Ce qu'on appelle les boulettes de riz. Exactement. Une construction, une destruction, c'est un cycle sans fin du coup en fait. Exactement au final. C'est Ouais, ça. et qui se rythme au rythme des médicaments et des plats ingérés. Et du riz. Pas mal. Les allers-retours avec la salle de bain. Voilà. Du coup, les soirées, donc je pense qu'on a fait le tour de la bouffe. Bon, pour la bouffe, ouais. Niveau des soirées, alors, bah, je vais pas y aller par quatre chemins comme j'ai beaucoup dit à pas mal de personnes. Sortir à Shanghai, ça revient à sortir en OT gratuit tous les week-ends. Je m'explique. Shanghai, il y a un système de promoteurs en fait, donc ce sont des personnes qui sont payées en fait à ramener des Européens dans certaines boîtes de nuit. Donc c'est pour l'image de marque en fait de la boîte, voilà. Les Chinois cherchent beaucoup ça, enfin certains managers de boîtes cherchent beaucoup ça. Donc partant de ce fait-là, il est assez facile de trouver le contact qu'il faut pour rentrer dans telle boîte ou telle boîte. Donc du coup gratuitement. Et en entrant dans la boîte, du coup on a les boissons sont offertes. Alors, par contre, je tiens à préciser que l'alcool n'est pas toujours vrai, donc malheureusement, ce n'est pas qu'un cliché, mais en Chine, il y a beaucoup de contrefaçons, et on va commencer par l'alcool. La qualité de l'alcool est parfois mauvaise, on n'est jamais sûr que ce soit une originale, même si c'est une bouteille de Grey Goose par exemple, on n'est jamais sûr à 100% que ce soit de la Grey Goose à l'intérieur, donc c'est la plupart du temps de l'alcool qui distille le même. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis pris une cuite juste en buvant 2-3 verres à peine, chose que j'aurais fait à l'EM et j'aurais été totalement sobre en rentrant chez moi, mais à Shanghai c'est vrai que le nombre de réveils difficiles a augmenté assez drastiquement, malheureusement. De vodka 70 degrés, c'est vrai que c'est pas tendre. Hein. C'est vrai que... parfum Ah à peut-être boire, Ouais, peut-être du parfum à boire ou sinon de l'alcool russe original à savoir, je ne sais pas. C'est vrai. Mais non, effectivement, faut se méfier à ce niveau-là et c'est pas toujours bon pour notre foi. Donc sortez effectivement tant que vous voudrez, mais avec modération bien évidemment, parce que là c'est un autre niveau. Et les boîtes Même sont en Chine, ils nous encore emmerdent, modération. malheureusement toujours présents à l'international. Et oui, sinon non, la taille des boîtes est vraiment énorme et il y a vraiment moyen de s'amuser. Enfin, la vie en expat n'a vraiment rien à voir avec celle ici à Strasbourg. Vraiment. Du coup, pour continuer un peu sur les clichés, est-ce qu'ils tiennent de l'alcool ou pas les Chinois? Alors c'est impressionnant, mais oui et non en fait. Oui dans le sens où ils ont vraiment une très bonne descente. C'est-à-dire que j'avais fait une soirée avec des Chinois, j'avais réussi, c'était incroyable. Enfin, j'étais arrivé, un ami avait des amis chinois et en entrant j'ai l'impression que c'était plus un speed dating avec des Chinois qu'autre chose. J'étais même pas au courant du truc. Enfin bref. Et donc au final, ils ont une sacrée bonne descente, hein, l'air de rien. C'est vrai que
je sais plus combien on avait réussi à boire, mais ils boivent assez rapidement quand même, et cette fois sans modération. C'est le cas de dire, sans modération. Par contre, est-ce qu'ils tiennent l'alcool? Non. Ça, c'est pas qu'un cliché. Ils disparaissent. Je pense que vous pourrez faire un quiz bientôt à l'EM de radio, cliché ou pas cliché. S'il faut, je pourrais vous aider. Enfin bref, mais effectivement, ils tiennent pas énormément l'alcool, mais ils boivent vraiment dans des quantités mais astronomiques. C'est impressionnant. Très bien. Du coup, à chaque soirée, il y a des cadavres partout. Des cadavres chinois tout comme français au final, c'est une vraie guerre mondiale. C'est assez impressionnant. En même temps, si le français il est rincé par la boîte, je comprends qu'ils se mettent Même toi. Non, on compte plus le nombre de fois les gens ont dû rentrer accompagnés. C'est vrai que c'est impressionnant à voir ça. Ils savent faire la fête quand même, l'air de rien. Il faut aller au-delà de ce... C'est vrai que pas mal de personnes pensent avoir ce cliché aussi du chinois un peu coincé, qui sort pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal d'étudiants, et des étudiantes aussi surtout, qui sortent énormément. Qui sortent énormément et qui boivent vraiment énormément. Ça, c'est... Ouais, elles ont une sacrée descente. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment à voir. Avec la traduction pour les sourds et malentendants. Réalisé par Alexandre. Merci. Et ouais, donc du coup, après, il y a un autre truc de la vie de tous les jours en Chine, comme le régime politique est complètement différent, notamment l'accès à Internet, comment on fait. Quand on est habitué à avoir l'accès en France, on peut tout avoir quand on veut. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce que ça se trouve, le régime est en train de nous écouter. Mais non, sérieusement, oui, effectivement, il y a ce fameux cliché du gouvernement communiste, dictature, etc. Et c'est vrai que c'est pas si faux au final quand on voit que Internet est en fait est pas bloqué à 100%, mais en fait les sites comme Facebook, Google, autres réseaux sociaux sont bloqués. Ce qui est assez marrant à voir aussi, c'est qu'ils ont leur propre... Enfin du coup, à partir de là, ils vont avoir leur propre... Enfin ils ont réussi à développer leur propre réseau social. Donc ils ont leur propre Facebook, leur propre WhatsApp, leur propre WeChat, tout. Par exemple, ils ont une application assez incroyable qui s'appelle WeChat. Donc c'est l'équivalent de WhatsApp, mais qui regroupe Facebook, qui fait aussi carte de paiement, et qui fait chat instantané en même temps. Enfin, c'est assez incroyable. Tout en même temps. Et en plus, Instagram aussi. Plusieurs choses en une seule application. Et oui, à partir de là, il y a beaucoup de copies. Au final, c'est toujours ce cliché de la copie du mode occidental. C'est vrai que là, à ce niveau-là, c'est assez drôle à voir. Et donc ils ont quand même une certaine, je pense qu'ils ont une certaine liberté, mais qui reste limitée du fait que le gouvernement est toujours là et veille pour, sa propre intégrité. Je prends l'exemple, par exemple, juste avant de partir pour rentrer ici, Internet a été rebloqué pour le Nouvel An chinois, c'est-à-dire qu'ils avaient rechangé leurs paramètres de sécurité pour bloquer ce qu'on appelle les réseaux privés VPN, ce qui nous permet justement de contourner ces interdictions, donc nous connecter à Facebook ou YouTube. Donc voilà, il y a toujours des paramètres de sécurité, c'est toujours la guerre, la course entre les VPN européens et le gouvernement chinois. Et même en dehors de ça, c'est vrai qu'on est assez surveillé, je trouve. Il y a vraiment des caméras assez partout, on va dire partout, je pense littéralement on peut le dire. Peut-être pas autant qu'à Londres, mais enfin bref. On est surveillé d'une part, mais aussi d'autre part, quand on est expatrié, pour faire la moindre chose quasiment, on a besoin de notre passeport. C'est-à-dire que par exemple, pour acheter des billets de train pour aller par exemple à Pékin, comme ça m'était arrivé, il faut notre passeport européen. Pour changer de l'argent, on est obligé d'avoir aussi notre passeport européen, même juste pour... je sais plus qu'est-ce qui m'était arrivé. Le train, rien que ça, c'est impressionnant, juste prendre le train. On compare en France, on a juste à aller sur SNCF, donner son numéro de carte bleue, on peut mettre n'importe quel nom, même celui d'un ami, on s'en fout. À Pékin, en Chine, pardon, on est obligé de donner son passeport, même juste pour l'achat d'une carte SIM, on est obligé de donner son passeport. Mais là, dans ce cas-là, je pense que du coup, derrière, indirectement, il relie le numéro du passeport avec le numéro de téléphone pour surveiller plus ou moins ce qu'on dit. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on dit aussi sur les réseaux sociaux, parce que malgré le VPN, je pense qu'il y a quand même un certain filtre du gouvernement, et ils voient ce qu'on arrive à publier, ils arrivent plus ou moins à le relier. Bon après, on n'en est pas à Big Brother is watching you, je pense quand même. Quand on est une petite personnalité, je ne pense pas que d'une manière générale, le gouvernement s'intéresse énormément à nous. Tu les critiques pas. Voilà, donc je pense qu'Antoine Blanchet n'aura aucun problème à se faufiler dans le gouvernement communiste.
D'autant plus que d'ailleurs, il y a des trains. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'à Pékin, il y a des trains directs d'ailleurs pour Pyongyang. Oui. Il est déjà au courant. Ah, Il a déjà pris sa place. Le 20 octobre, je crois. C'est ça. Pourquoi mais, c'était pas le fait de le gouvernement reste quand même un gouvernement de puissance et assez militarisé. Leur premier, quand j'étais arrivé là-bas en septembre, c'était leur fête nationale et il y avait un défilé militaire auquel les étudiants de l'université de Shanghai participent en fait. Donc ils ont toujours ce système du service militaire à faire pour une semaine et les étudiants défilent aussi carrément pendant le défilé militaire. Et donc on les voyait, j'avais l'impression de littéralement débarquer à l'université, mais plus sur une base militaire. Les gens étaient en uniforme en treillis, en train de parader avec la musique militaire dans le microphone de l'université pour réviser leur marche pour la fête nationale. C'est vraiment quelque chose à voir et c'est assez intéressant à voir, l'air de rien. C'est impressionnant. Et même à Pékin, on a quand même cette impression d'étouffer. Bon après, je peux pas vraiment témoigner de Pékin vu que je suis à Shanghai, mais lorsque j'y suis allé, j'avais cette impression d'étouffer quand même, avec la police militaire vraiment présente à tous les coins de rue. Je pense aussi à ce côté aussi prévention des attentats quand même. Mais c'est vrai que ça fait assez peur quand même de voir cette armée, cette police qui est vraiment présente sur internet mais aussi en vrai dans la vie réelle, dans la rue. Et ça peut faire peur. Mais au-delà de ça, il faut aller au-delà de ça je pense, et rester expat comme on est, et se dire que voilà, c'est une autre manière de voir les choses, effectivement. Mais bon, après, au final, ce qui est drôle à voir aussi au final, c'est qu'il y a pas mal de Chinois qui ont un réseau privé pour se connecter aux sites interdits par le gouvernement. Et l'air de rien, je pense pas qu'une majorité de Chinois, apprécie d'une certaine manière le gouvernement. C'est pas une question d'apprécie, mais approuve, voilà, le gouvernement. Je pense que ce serait le mot le plus juste. Et c'est pour ça que d'ailleurs pas mal détournent cette interdiction d'internet par le VPN au final. Voilà. Ok. Du coup, au niveau... je voudrais revenir sur un truc plus joyeux peut-être. Dans la vie de tous les jours, hors soirée, etc., l'après-midi, etc., qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment dans Shanghai? Au niveau de la ville, vraiment. Shanghai, à proprement parler, il y a vraiment beaucoup de sites à visiter. Je pense notamment des pagodes, des jardins chinois, des temples, il y a vraiment de tout. Même, ce qu'on appelle le Bund, donc c'est une grande place autour du fleuve de Shanghai. Et donc il y a vraiment un centre, des grandes tours, la tour de Shanghai par exemple, là, ça. La tour de la finance, appelée le décapsuleur, c'est vraiment des monuments clés à aller voir, c'est intéressant. C'est pas traditionnel, mais ça fait quand même partie du décor au final. Et c'est vrai qu'on a envie de monter en haut, voir la vue qu'il y a et découvrir Shanghai. Donc voilà, ça, il y a une part touristique. D'autre part, je pense qu'il faut aussi sortir de Shanghai et même de la Chine de manière générale, parce que on a la chance justement quand on expat en Chine de se trouver vraiment au cœur de l'Asie. Et pour les voyages, les déplacements, les billets sont beaucoup moins chers avec les compagnies asiatiques que les compagnies européennes. Et en plus, on n'est vraiment pas loin, quoi. C'est quasiment à la porte à côté. C'est comme si on allait en Allemagne, sauf que là on va au Japon par exemple, ou je ne sais où. Donc avoir cette chance, voilà, de sortir de la Chine et même de changer de ville, aller à Pékin, Hong Kong, les grandes villes, Suzhou, Xi'an, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, à découvrir dans la culture chinoise par son passé historique et même son histoire présente. Et même les pays alentours, le Japon, le Vietnam, le Cambodge, tous ces pays d'Asie du Sud ou même Asie du Nord ou centrale, c'est vraiment des pays qui... la culture sera toujours différente. J'ai eu la chance justement avant de revenir en France de faire le Vietnam et le Japon, et c'est vrai que j'ai été vite déstabilisé par ces changements de culture. Le Japon n'a rien à voir du tout avec la Chine, le Vietnam non plus. C'est vraiment des paysages différents, des mentalités différentes, des manières de faire différentes. Et c'est impressionnant de voir autant de richesse et d'avoir cette chance, voilà, de découvrir ça. Et voilà. Donc il y a vraiment que ce soit au quotidien ou même en vacances, il y a toujours moyen de découvrir toujours une nouvelle chose et de s'imprégner de cette culture. Du coup, je vais te demander, justement, comme tu es en Asie, tu as parlé du Japon, du Vietnam, est-ce que c'est facile de s'organiser un petit road trip, etc. Oui, c'est quand même assez facile. Dernièrement, j'ai beaucoup d'amis par exemple qui sont partis à Pékin en road trip. J'ai aussi un ami qui est parti au Tibet.
C'est possible, juste avec son passeport malheureusement, ouais, ça on n'y échappe pas. Mais oui, il y a toujours possibilité de s'acheter ses billets d'avion en ligne ou même ses billets de train et partir voilà, à l'arrache avec son sac à dos. Là dernièrement, je pense à mes amis expatriés allemands qui sont actuellement dans le sud, dans l'Asie du Sud et qui sont en road trip au jour le jour, donc dans les pays d'Asie du Sud, donc à savoir le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et même le Vietnam. Et il y a juste à vérifier bien évidemment les conditions de visa, mais en général c'est assez facile soit d'en obtenir un, soit d'aller dans un pays. Je sais par exemple pour le Japon, quand on est français, il faut au moins, on peut rester 90 jours sans visa. Le Vietnam c'est 15 jours si je dis pas de bêtises. Et ainsi de suite. Franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen de voyager à moindre frais, trouver des auberges de jeunesse qui sont potables et pour des prix intéressants pour des étudiants. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait justement avec Ludivine. On était parti au Vietnam et dans une chambre d'hôte. Dans une auberge de jeunesse, et c'est vrai que le prix était vraiment pas cher, la qualité était acceptable pour des étudiants, et on a même pu s'organiser des tours, des tourist tours comme ils disent, pour des frais mais qui coûtent quasiment que dalle quoi. Et donc par exemple, je sais que t'es allé au Japon aussi. Oui. Pour les deux par exemple, un ordre de prix pour quelqu'un qui se dit si je vais l'année prochaine. Pour déjà directement pour le Vietnam, c'est celui auquel je pensais. Bon, ayant fait mes comptes récemment, ça va pas être difficile. Je m'en sortais pour. J'en avais pour moins de 10 € par jour, clairement. Bouffe comprise, je parle de repas et dîner, même petit-déj, et sortie journée, j'en avais pour moins de 10 € par jour. Pour le Japon, ça va être un peu plus cher, compter à peu près en moyenne, je pense une quinzaine d'euros, voire une dizaine, voire quinzaine d'euros par repas à peu près, ce qui équivaut à peu près à la France, je pense. Donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose pour pas cher, je pense. Et, derrière, si on est fan comme moi ou d'autres personnes de culture japonaise, il y a toujours moyen aussi de se faire plaisir en achetant tout ce qui est culture japonaise, donc Pokémon, les mangas, tout, pour des prix assez raisonnables. Je pense que j'en ai eu pour 500 € à peu près pour le Japon de manière générale. Mais ça, c'est personnel du fait que j'ai des dépenses en plus pour la culture. Et t'es resté combien de temps? Une semaine, ouais. Une semaine. 500 balles pour une semaine avec des cadeaux. Une semaine pour une semaine, 500 balles pour une semaine, pardon, et 300 balles à environ pour une semaine au Vietnam. Comprenant une journée de plongée aussi. C'est clairement raisonnable. C'est clairement raisonnable, oui. Moi je voulais savoir, on sait que la Chine, il y a des problèmes de pollution avec l'industrie, etc. Est-ce que ça se ressent vraiment? Ou au final, c'est plus une idée qu'on a, encore une fois, cliché ou pas cliché? Alors, ce n'est pas vraiment un cliché, là, encore une fois, je dirais oui et non. Oui, dans le fait où il y a eu des photos qui ont circulé, comme quoi, avec du brouillard et tout, de pollution. Ces photos sont en partie vraies, je pense que vraiment les pires ont été faits à Pékin. Pékin est vraiment la ville la plus polluée de Chine, et même peut-être du monde, je pense. Shanghai, c'est moins pire, parce que Shanghai se situe en fait en côte, sur la côte est, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et a la chance du coup d'avoir du vent. Donc en général ça peut être pollué, il peut y avoir un pic de pollution pour 24 heures et au final grâce au vent ça va partir assez vite. Donc il m'est déjà arrivé de me lever le matin, voir un ciel totalement dégagé, revenir le soir et voir un ciel complètement ne pas réussir à voir à 5 mètres devant moi quoi. Ah ouais. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver vraiment, mais c'est vraiment des gros pics là, Ouais, je pense. ouais. Pour donner une idée comparative, à Paris, l'indice de pollution est de 45. À Shanghai, on tourne aux alentours de 170 et Pékin, ça doit être du 200-300 à peu près. Ok. Donc, niveau de la santé, est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave ou pas? Pour les asthmatiques, apparemment j'ai eu des amis asthmatiques qui n'ont rien ressenti durant leur séjour, donc voilà, pas de crainte. Après, je ne recommande pas une activité sportive intensive là-bas, quand même. Et même personnellement, comme on peut l'entendre, j'ai pas une voix très superbe aujourd'hui, ça fait à peu près 5 jours que je me traîne une toux assez conséquente, et c'est vrai que je pense à la normale, si j'étais resté à Paris, en 3 jours elle aurait disparu, et je pense que mes poumons ont dû prendre un petit coup quand même, au final. Ce qui est intéressant aussi, bon, faut pas en avoir peur non plus, dans le sens où on arrive, on est obligé de faire un medical check-up à l'entrée pour avoir son visa. Donc ils font une radio des poumons, et ce qui est intéressant à voir,
c'est que, au retour en France, on peut en refaire une et comparer justement les clichés. Vu qu'ils nous donnent les résultats du medical check-up, on peut comparer avant et après. Voilà. Donc voilà, sans crainte, on ne va pas choper non plus un cancer en allant là-bas, hein, loin de là, je pense. Faut pas en avoir peur, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Je tiens quand même à préciser que cette pollution élevée est due aux 16 millions d'habitants qu'il y a, c'est-à-dire ces 16 millions de personnes regroupées sur une même ville, à savoir que, Paris, je sais pas combien c'est, mais... Combien 10 millions, non 10 millions, Je crois que c'est je pense. Bref, admettons 10 millions, mais sur une zone plus étalée, je pense, quand même. Enfin, non, plus petite, c'est effectivement... Shanghai, c'est 2 fois plus gros que Paris, mais c'est quand même 16 millions d'habitants regroupés en un seul endroit, sur une seule zone. Donc c'est normal que ce soit aussi pollué. Au final, si on regarde le ratio, je pense, de la pollution par habitant, c'est moins élevé que Paris, au final. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut penser. Les Chinois sont pas forcément des gros pollueurs, ils investissent beaucoup dans les énergies vertes et renouvelables. Il y a beaucoup de villes vertes qui ont été construites récemment. Après, ils essayent de faire un maximum attention aux pics de pollution. Je sais que en cas de gros pics intensifs à Shanghai, les écoles et même les chantiers publics sont fermés. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je pense qu'il n'y a pas de crainte forcément à avoir. Voilà. Apparemment, juste pour revenir, ce sera à peu près 7 millions d'habitants pour donc le Grand Paris. Paris Saint-Germain. Le Grand Paris Saint-Germain. Et du coup, moi j'avais une dernière question, ça sera financière, c'est si tu dois budgétiser par mois toutes tes dépenses à Shanghai, tu dirais que tu dépenses à peu près combien par mois, tu le sais Oui, je sais. J'ai un budget de 400 € à peu près par mois, comprenant quand même mes lessives et tout ce qui est charges annexes. Enfin, mes charges comprises dans le loyer. Enfin, je ne comprends pas mon loyer là-dedans, mais je veux dire, j'ai des charges dans le loyer, c'est-à-dire l'électricité, etc. Donc avec ces 400 €, j'ai aussi le budget pour sortir, pour me payer le taxi, etc. Me faire au moins plusieurs restos vraiment chics. Alors à titre indicatif, on peut réussir à se faire un repas pour 5 € à peu près par repas. Oui. Ma phrase n'est pas très française, mais enfin bref, l'idée est là. Pas trop chinoise non plus, donc... non, ça va, c'est en juste milieu, je pense. J'ai pas trop perdu mon français, ça va encore. Bref. Donc je disais, oui, 5 € par repas en moyenne. Quand on tape dans du 10-15 €, c'est vraiment du restaurant de luxe. Voilà. Et il y a moyen d'avoir des restaurants très 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 bons, niveau qualité, tout comme le service, pour une quinzaine, voire une vingtaine d'euros. Pour le Nouvel An, par exemple, on était avec les expats et on était dans un restaurant japonais. Oui, toujours dans le cliché, les sushis nous suivront toujours. Et donc on était un restaurant japonais donc à volonté qui s'appelle un teppanyaki, donc c'est-à-dire on a une formule à volonté avec une carte de sushi, de viande rouge et aussi de poisson et aussi d'alcool à volonté, tout inclus pour 20 €. Donc on s'installe autour de notre table et il y a une espèce de plancha en fait au milieu de la table et donc après avoir commandé nos trucs, le chef, il y a un chef qui arrive et qui va cuisiner pour nous, devant nous, voilà, pendant toute la soirée. Et c'est assez impressionnant de voir ça pour un prix aussi bas. Je pense qu'à Paris ça aurait coûté quoi, une cinquantaine d'euros par personne, et là c'est vraiment du 20 €, voire même Alcool, parce que les chefs. Et c'est surtout avoir un chef dédié dédié. au film de Funès où il est comme ça avec Oui, dans la blacklist. le mec il a que pour lui. Quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment très agréable et la qualité est vraiment là. C'est-à-dire, la qualité est vraiment là. Très bien. Donc il reste 10 minutes, donc je vais faire des questions un peu mitraillettes. Ouais. Si quelqu'un en a. Et surtout, si vous qui nous écoutez, vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Exactement. Donc, Marty. Le charme français marche-t-il en Asie? Le quoi? Le charme français. Question piège. Bah, vu, Je reste une copine. vu le langage des signes de tout à l'heure. Bref, oui, le charme français marche très bien en Asie. Clairement, c'est vrai que, comme je disais, il faut pas se tenir à ce cliché chinois de la fille ou même du garçon séquencé. Enfin, si, quand même, plus pour les garçons. Les garçons, je pense, sont plus coincés d'une certaine manière que les filles, mais les filles sont plus ouvertes d'une certaine manière. Et je pense que, enfin, sans vouloir faire de sous-entendu quand même, c'est vrai que on sympathise vite quand même avec les Chinoises et beaucoup cherchent de petits copains européens et voire même surtout français effectivement, parce que le charme français est romantique et réputé mondialement, messieurs. Comme t'es À chinois, vos t'as pas avis, de bol, hein. futurs expats chinois. En conclusion, les Chinois sont ouverts. Les Chinois, je pense, sont ouverts d'esprit, tout comme de reste. Après, le charme français est une légende. Hein, ça. Et pas qu'une légende, est appliquée aussi. Et Go Fravalo qui nous dit le billet d'avion.
Combien? Pour aller en Chine, alors tout dépend de la compagnie aérienne qu'on a. Là actuellement pour rentrer en France, alors je pense que c'est moins cher de faire un Paris-Shanghai que Shanghai-Paris, enfin aller-retour je parle. Pour ma part j'ai pris British Airways du fait que pour moi c'est une compagnie dont la qualité est plus que acceptable et réputée. J'en ai eu pour 700 ou 800 euros, je sais plus exactement, mais voilà, il faut compter aux alentours de 700-800 euros. Je sais que j'ai une amie qui a réussi à rentrer en France pour 400 voire 500 euros, donc tout dépend de la compagnie aérienne que vous prendrez. Il y a toujours moyen d'en trouver une, ou sinon faut se renseigner sur les départs à partir d'autres villes, par exemple faire un Shanghai-Bangkok, Bangkok-Paris, voilà. Et au passage profiter du temps qu'on a pour visiter Bangkok, qui est une très belle ville. Voilà. D'autres questions, Mathilde? Toi, tu m'as redonné ta tout. Je suis désolé. La traduction chinoise se transmet donc. Exactement, et se transmet. Mais tu peux peut-être. Est-ce qu'il y a des aspects que tu regrettes? Est-ce que tu te dis, ouais, j'aurais peut-être dû aller là-bas ou... Non, franchement, j'ai jamais regretté mon choix. C'est vrai que le début, comme je l'ai dit, a été très dur. Non, pas non plus, mais l'intégration là-bas a été un peu difficile pour moi les premiers jours, forcément, comme tout expat, je pense, qui a une famille et des amis à l'étranger. On est quand même assez loin de notre pays au final, mais faut pas oublier qu'il y a quand même Skype, WhatsApp, qui ne sont pas bloqués d'ailleurs. Et donc on peut rester quand même en communication assez facilement avec sa famille et ses amis à l'étranger. Et au pire, on peut toujours se retrouver en vacances, il y a toujours possibilité. Donc voilà. Et ça me vient comme ça, le niveau du temps là-bas. Alors le temps est à peu près comme à Paris, c'est-à-dire assez pluvieux, non je plaisante. Le temps est comme à Paris littéralement, il n'y a pas énormément de pluie non plus. Temps quand même assez sec, pas très humide, donc voilà. Il fait moins, il fait aussi chaud, aussi froid, voilà. Pas aussi froid qu'à Strasbourg, mais aussi chaud, aussi froid qu'à Paris. Ah oui. Je pense que la pollution est aussi pour quelque chose en fait, on ne ressent pas tellement ce froid. Le plus froid qu'il ait fait, c'était il y a quelques semaines. Exactement, il y a 2-3 semaines quand je revenais d'Osaka, il faisait moins 10 et il a commencé à neiger effectivement. Il neige des fois à Shanghai, c'est pas de la pollution, c'est vraiment de la neige, j'ai regardé. Et... C'est pas la pollution qui est gênante. Ouais, non, c'est vrai que neiger à Shanghai c'est assez impressionnant en fait au final parce qu'on s'y attend pas. C'est vrai que c'est comme Strasbourg, il a pas neigé depuis un moment et Shanghai c'était la même chose et d'un coup il s'est mis à neiger et on a vu ça, on a tous été surpris. Et et il fait quasiment le même temps qu'à Paris, donc le pic, le plus froid qu'il ait pu faire c'était moins 10 pour l'instant et c'était un record tenu il y a au moins 2-3 ans. Voilà. Donc il fait pas trop froid. Et j'avais une dernière question. Au niveau médical là-bas, si t'as un problème, je sais pas si t'en as déjà eu, par exemple t'es malade ou autre. Moi non, d'autres personnes c'est déjà arrivé effectivement. On est déjà, quand on expat déjà on doit avoir une couverture internationale. Donc comme ça tous nos frais médicaux sont pris en charge, du moins théoriquement. Derrière, donc il y a des hôpitaux pour expatriés, du moins pour européens, avec des docteurs internationaux, des docteurs expatriés. Donc la qualité des soins est quand même, je dirais, la même qu'en France, donc il y a toujours moyen de s'en sortir et non, on va pas mourir là-bas, vous inquiétez pas. Voilà, il y a toujours moyen. Il y a toujours aussi possibilité de trouver des médicaments européens à Shanghai. Il y a des pharmacies spécialisées. À savoir aussi que la médecine chinoise est différente de la médecine française, c'est vraiment de la médecine basée à base de plantes, etc. Donc voilà, ça va pas être les mêmes médicaments, mais il y a quand même possibilité de trouver des médicaments comme un Doliprane ou n'importe autre dans certaines pharmacies, voilà, spécialisées à cet effet, et oui, ça se trouve dans les grands quartiers sans problème. Parlant de médecine traditionnelle, t'as déjà eu des personnes qui ont essayé, toi-même t'as déjà essayé? Moi-même j'avais déjà essayé il y a quelques années la médecine chinoise et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça fonctionne? Ça fonctionne, ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait un peu gourou, etc. Cette médecine des plantes, des tisanes, etc. Mais au final, il suffit d'y croire. Il suffit d'essayer pour tester, pour voir, s'en rendre compte par soi-même. C'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est réputé maintenant. Exactement, c'est très réputé. C'est une médecine naturelle, sans additifs, voilà. Et qui permet, sans colorant artificiel ni. Je suis payé par les médecins. Et donc, non, c'est vraiment efficace au final et ça a son effet, je pense. Voilà. Ça peut guérir pas mal de maladies. Après, faut s'y connaître et faut avoir un bon docteur de qualité, je pense. Mais oui, c'est efficace. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour ceux qui voudraient y aller ou qui hésitent, etc. Franchement,
j'aurais qu'un seul mot à dire, je pense. Enfin, les expats, allez-y. C'est vraiment une destination de rêve quand on est européen ou d'une autre nationalité. Et même en étant chinois, je pense qu'on a toujours moyen de s'éclater. Et on découvre beaucoup de choses. On n'a jamais fini de découvrir une nouvelle chose, je pense, en partant en expat, d'autant plus à Shanghai. Pour toutes ces différences de culture, j'ai pu être très impressionné, même en la connaissant de base. Ça a été magnifique, je pense, un très très beau voyage et je ne regrette absolument pas, malgré les défauts dont on a pu parler. Effectivement, ça reste quand même une très belle destination, je pense, et il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment vouloir se lancer à l'aventure et faire son maximum pour rendre cette aventure magnifique et ne jamais l'oublier. Attention quand même, je pense, et ça je tiens vraiment à le préciser, comme j'ai pu le faire avec d'autres personnes, à essayer d'avoir un minimum de base en chinois ou à défaut savoir bien parler anglais quand même. Et voilà, c'est vraiment, je pense, vraiment le prérequis indirect pour y aller, sinon, il y a toujours moyen de s'en sortir, mais en galérant quoi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être vraiment source de prise de tête. Un niveau B2 certifié. Donc, exactement. Non, peut-être pas à ce point, mais moi-même le premier, j'ai eu un B2 moins, donc je réussis à me... Excuse-moi, on peut pas tous... Bref, un niveau B2, non, pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut survivre avec l'anglais un petit peu, mais c'est pas toujours évident. Et de toute façon, là-bas, faut apprendre le chinois là-bas, se forcer, même, ça va assez rapidement, c'est assez agréable. Ils n'ont pas forcément les mêmes relations non plus avec les profs qu'on peut avoir comme en France, ils sont vraiment plus proches. Ils font vraiment tout pour nous aider à apprendre, je pense. Voilà, donc faut profiter de cette chance, se lancer. N'ayez pas peur, quelle que soit votre destination, voilà, profitez-en, lancez-vous et partez à l'aventure et surtout profitez, c'est le maître mot. Merci d'être venu, mon petit ami Shanghai. Merci à vous de m'avoir reçu, ça fait très plaisir de tous vous revoir. Je souhaite de très bonnes choses pour la suite, que ce soit expat ou même ceux qui restent, tout. Et voilà, continuez à diffuser, je serai toujours là de l'autre côté du monde, même s'il sera 2-3 heures du matin, toujours là à vous écouter. Et voilà, merci à tous. C'est fort aimable. Donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi j'espère que ça vous a aidé, tous ceux qui nous écoutent, pour votre choix, à choisir ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas, pour ceux qui ont encore des questions, je pense pour Shanghai, à m'envoyer des messages à moi ou même aux filles qui sont avec moi, donc Ludivine Ferjou et Camille Vial. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur vous l'intranet. le retrouvez sur l'intranet, sur de Facebook. Nos noms sont pas, du moins mon nom n'est pas changé, celui des filles non plus, je crois. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, on y répondra, toujours dans les temps où on le fera toujours. Voilà. Si vous trouvez un VPN, c'est ça. Voilà, si on arrive à trouver un VPN, si on arrive à contourner le gouvernement et si on se fait pas enfermer. Il y a quand même pas mal de conditions, mais on arrive toujours à s'en sortir. Soyez patient pour les Et répondre. pas manger de tarentule. Attends, Du coup, tu retrouverais ton pote qui a mangé les tarentules. Ouais, je retrouverai à ce moment-là. Ok. Donc à plus les petits loups, hein. Je vous dis après les vacances et bonnes vacances. Au revoir à tous, bonnes vacances. Bye. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them